John, how currently do you John, see the comment situation vois-tu unfolding actuellement la and how situation is sur that le champ de bataille en considered in Ukraine? the current Et comment situation cela with va-t-il être pris en negotiations compte between the dans les two parties? négociations en Because cours entre after les deux all, parties? it all comes to Ukraine and their Parce que, economy, après their tout, sort of tout se résume à l'Ukraine, à manpower. son économie, à sa main-d'œuvre. Is Ukraine in Tu sais, est-ce que some sort l'Ukraine of est dans une sorte de disarray? Some désordre? sort is Ukraine L'Ukraine getting more reçoit-elle plus ou moins desperate d'aide de la part de if the l'Occident? Western, Parce que, d'après les chiffres supporters? que nous obtenons Because des Européens, from the il numbers we're apparaît getting from the que le West, from soutien à Western l'Ukraine, Europeans en termes actually d'argent, drastically d'équipement et supporting d'armes, Ukraine. est en forte Money, diminution. weapons, and weapons they're reducing. And we had, recently 2 days Et ago, nous we avons had eu, a vous savez 80 récemment, tons il y a of 2 jours, equipment going to environ Ukraine from 80 Poland, tonnes d'équipements from envoyés the en United Ukraine, States to depuis Poland, la then to Pologne. Ukraine. But these Vous are savez, not des that États-Unis much vers la Pologne, much puis vers l'Ukraine. influential when it comes to the Mais ce n'est pas battlefield. si And how the significatif, pas battlefield si is, influent en ce qui concerne le champ de bataille et la escalating. manière dont les combats, Russia, vous savez, s'intensifient. yesterday, they have announced more than La Russie a annoncé 150 hier que plus de 150 soldats ukrainiens 100 avaient été tués en une seule Ukrainians journée were sur un front. killed in one single Comment day on voyez-vous la one situation sur le champ de bataille And et comment cela va-t-il être pris how en do you compte see the dans les situation on the négociations en battlefield, and cours? how is it going to be considered in the current negotiations? Well, you have lots of guests also Eh talking bien, about vous avez aussi de nombreux invités qui parlent de la position militaire sur le champ de bataille. La plupart d'entre eux lisent, tout comme moi, les blogueurs militaires russes. Boris Rosin, le site Colonel Kassad, Mikhail Zvinchuk, le site Ribar et plusieurs autres. Ils offrent une couverture minute par minute, jour après jour, heure après heure. De plus, le président Poutine a tenu la semaine dernière une longue réunion, une séance élargie du Conseil de défense à laquelle assistait le général Gerasimov. Le ministre de la Défense a présenté un rapport et Poutine a résumé la situation actuelle. Je ne vais pas mettre la patience de tout le monde à l'épreuve en la répétant. D'un côté, il y a d'importantes poches de forces ukrainiennes encerclées. Ainsi, tout ce qui arrive depuis la frontière polonaise vers Lviv ou Kiev ne peut plus atteindre le front désormais. Impossible. Deuxièmement, la position russe a été d'avancer très lentement. Et si certains veulent comprendre comment cela fonctionne, d'un point de vue tactique, je peux renvoyer à Mark Takacs, un major hongrois et spécialiste de l'analyse de la guerre terrestre. Environ toutes les 2 semaines, il publie une évaluation assez intéressante et équilibrée de la manière dont les deux camps se battent pour des zones relativement petites. Pourquoi les Russes gagnent dans chacune de ces zones et comment cela se déroule tout au long de la ligne de front. Tout au long de la ligne, la position russe a été exactement celle que le président Poutine a énoncée. Si nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs territoriaux, y compris notre sécurité, c'est-à-dire une zone démilitarisée suffisamment profonde pour protéger notre territoire contre une attaque de drones ou de missiles à l'avenir. Si nous ne pouvons pas y parvenir par des moyens diplomatiques, nous utiliserons la force. Et la force, c'est ce qui fonctionne. Comme vous l'avez mentionné, chaque jour compte. Notre public peut le constater. Le ministère de la Défense publie un bulletin opérationnel quotidien. On y trouve un résumé de chacun des grands groupes d'armées le long de la ligne, ainsi qu'un résumé du taux de perte. Ce taux se situe entre 1400 et 1550 par jour ces dernières semaines. C'est nettement plus élevé qu'auparavant. Que l'on discute ou non de la véracité des chiffres précis, c'est le rythme de l'augmentation qui importe. Il montre le niveau d'escalade, alors que les forces russes avancent lentement mais sûrement vers l'ouest, au-delà du Dniepr, autant que nécessaire pour sécuriser les 4 régions et établir une zone démilitarisée profonde, suffisamment profonde pour se protéger contre de futures attaques. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le répéter davantage. Ce que les Ukrainiens et leurs alliés sont capables de faire, c'est de se battre ailleurs. Ils n'arrivent pas à progresser. Ils sont incapables de lancer une contre-offensive.
Il ne reste plus de réserve sur ce qu'on pourrait appeler le front terrestre. À la place, ils mènent ce que nous avons décrit comme la bataille maritime. Et nous les avons aussi vus poursuivre la bataille aérienne contre des cibles russes, raffineries et autres, dans l'arrière-pays russe, ainsi que dans la Novorossia, les nouvelles régions. C'est une guerre d'aiguillons, non négligeable, mais surtout destinée à démontrer quelque chose de faux. Elle vise à faire croire que l'Ukraine peut continuer à gagner la guerre, alors que ce n'est tout simplement pas vrai lorsqu'il s'agit de la guerre terrestre. Let's zoom out a little bit, John, with what's going on Prenons un peu de recul, John, pour examiner ce qui se passe dans les Caraïbes. Les États-Unis ont décidé, disons, d'attaquer ces pétroliers qui vont vers le Venezuela ou en reviennent. Comment vois-tu la situation dans son ensemble avec l'administration Trump? Tu as mentionné la guerre, l'attaque de drones contre un pétrolier russe, mais en ce qui concerne le Venezuela et d'autres régions d'Amérique latine, les populations ne sont pas satisfaites de ce qui s'y passe. Pourtant, Donald Trump et son administration font tout ce qu'ils estiment juste pour les États-Unis et ce qui pourrait leur être bénéfique. Mais avec ces attaques contre les pétroliers, que penses-tu qu'ils cherchent réellement à atteindre en matière de politique étrangère? Eh bien, c'est compliqué. C'est un peu au-delà de mes compétences de parler des luttes de factions aux États-Unis. De toute évidence, il existe une sorte de ligne Rubio qui n'est pas la même que celle du reste de l'administration. Permettez-moi de dire ceci. Je vais citer ce que Rubio a dit, car j'y ai fait référence il y a un instant. Cela donne une idée de ce qu'il pense faire. On lui a demandé, lors d'un point de presse le 19, de répondre au Premier ministre Lavrov, qui avait déclaré que ce serait une erreur fatale pour les États-Unis d'essayer de bloquer les pétroliers en provenance du Venezuela et de tenter de renverser le régime Maduro. Que pensez-vous être en train de faire? C'était la question posée à Rubio. Et voici sa réponse. Oui, nous ne sommes pas inquiets d'une escalade avec la Russie concernant le Venezuela. Je veux dire, nous avons toujours prévu qu'ils apporteraient un soutien rhétorique au régime Maduro. Je pense qu'ils ont déjà fort à faire en Ukraine. Et s'ils regardent Sergueï, c'est-à-dire Sergueï Lavrov, joyeux Noël. Mais au bout du compte, je m'attendais à ce qu'ils disent ce qu'ils allaient dire. Un soutien rhétorique, nous comprenons cela. Ce n'est pas un facteur dans la manière dont nous considérons toute cette affaire. Bon, donc voilà Rubio qui dit « Nous ferons ce que nous voulons, peu importe ce que disent les Russes ». On ne lui a pas demandé ce que disent les Chinois. Mais il y a deux volets dans l'annonce de Trump d'un cordon sanitaire, d'un blocus contre le Venezuela. Cordon sanitaire, a blockade against Venezuela. First of all, Trump said, we're going to Tout d'abord, Trump a déclaré « Nous allons récupérer tous les actifs américains qui ont été nationalisés et sont maintenant répartis entre la Russie et la Chine. » La Chine est le plus grand investisseur au Venezuela et elle n'a pas encore expliqué ce qu'elle en pense, ni ce qu'elle compte faire si ces investissements au Venezuela. Pas seulement son commerce pétrolier, si ses actifs sont saisis par les États-Unis. Cela place la Chine et la Russie en opposition directe avec les États-Unis quant à la propriété des actifs miniers et pétroliers du Venezuela. La deuxième partie concerne le blocus. D'après ce que je comprends, il s'agit d'un très grand bluff de la part de l'administration Trump. Elle hésite à déployer des forces et à renverser directement le régime par la force. Le coût, le risque, nous en avons déjà parlé. Le risque d'un nouvel épisode semblable à celui de la baie des cochons est trop élevé. Je suppose qu'il existe à Washington une faction ou plusieurs factions qui souhaitent provoquer une sorte de situation à la Golfe du Tonkin,
où, en saisissant, en fouillant ou en attaquant des navires, il y aurait une contre-attaque vénézuélienne contre un navire américain, ce qui deviendrait alors, à la manière de la guerre du Vietnam, à la manière du golfe du Tonkin, la justification d'une attaque massive. Il semble qu'il y ait un certain soutien américain à cette ligne provocatrice. Pour l'instant, le président Maduro et le régime vénézuélien gardent leur calme. Ils comprennent ce genre de provocation. Ils ont épuisé les perspectives de négociation dans lesquelles Maduro avait apparemment proposé, certaines concessions d'investissement aux États-Unis, et celles-ci ont été rejetées. Nous en sommes donc à une phase de provocation dans laquelle, selon moi, et je peux me tromper, le Venezuela ne se laissera pas provoquer et mettra Trump au défi. En même temps, il semble que Rubio soit plus enclin que d'autres à attaquer le Venezuela, qu'il soit au Pentagone ou à la Maison-Blanche. Je ne sais pas. Mais revenons à ce dont je sais un peu plus. D'abord, la Russie ne diffuse pas ce qu'elle fait réellement pour aider Maduro, pour renforcer sa capacité de dissuasion, pour mettre Trump au défi, pour prolonger l'impasse, pour accroître le risque de pertes américaines en cas d'attaque réelle contre le Venezuela. Défense aérienne, coordination interne, beaucoup de choses. Si je les connaissais, je n'en parlerais pas. Rubio ne fait que se donner en spectacle en se montrant si désagréable envers Sergei Lavrov. Il devrait plutôt diriger son sens de l'humour mal placé vers le GRU, le service de renseignement de l'état-major général russe, et vers la capacité du ministère russe de la Défense à renforcer la défense du Venezuela. Parce que plus l'impasse dure, plus la Russie a de temps pour aider Maduro à renforcer ses défenses. Plus ses défenses sont solides, plus son pouvoir de dissuasion est grand. C'est un premier point. Deuxièmement, qu'en est-il de la Chine? La clé, c'est la Chine, John. Enfin, pas exactement la clé, car la vraie question est, la Chine dispose-t-elle d'une capacité militaire lui permettant de dissuader les États-Unis dans cette situation? Ou bien possède-t-elle une capacité économique, commerciale ou d'échange suffisante? Nous ne voulons pas dire que la Chine est le plus grand tigre de papier du monde, mais au Venezuela, que propose-t-elle exactement pour protéger ses investissements? Oui, comme Rubio a caricaturé Lavrov, il a fait des déclarations générales sur la souveraineté du Venezuela, la folie des actions américaines, le blocus, les sanctions, et ainsi de suite. Mais si la pression américaine en vient à heurter les Chinois, que verrons-nous? Eh bien, nous n'avons pas encore vu la Chine exercer une quelconque force militaire en dehors du détroit de Taïwan. On peut donc s'attendre à ce que la Chine ne dispose pas d'une capacité militaire, mais nous savons qu'elle possède une capacité de dissuasion économique importante, car elle a utilisé les terres rares et d'autres embargos à l'exportation contre les États-Unis avec une certaine efficacité. Ce que nous disons ici, c'est que si la Russie s'efforce de prolonger l'impasse tout en aidant Maduro à développer des capacités de dissuasion et de défense sur le plan militaire, que fait la Chine pour créer un climat dans lequel les États-Unis pourraient estimer que les coûts économiques d'une confrontation avec les investissements chinois au Venezuela ne valent pas la peine d'être poursuivis avec autant d'acharnement? Je le dis de manière rhétorique. Je pense que tout le monde comprend bien les questions posées, mais je n'en connais pas les réponses. Nous verrons bien. Mais plus il faudra de temps avant que nous ayons des réponses, plus la position de la Chine, de la Russie et de Maduro s'en trouvera renforcée, et plus celle de Trump s'affaiblira, sans même parler de Rubio. Oui. John, avant de conclure cette session, comment vois-tu les chiffres, les pertes, les morts et les blessés de la guerre, la bataille en Ukraine, des deux côtés, russes et ukrainiens? Récemment, le camp russe a publié certains chiffres.
Mais quelle est ton opinion sur la situation, sur ce qui s'est passé jusqu'à présent? Comment interprètes-tu ces chiffres? C'est une question que je n'ai pas étudiée avec suffisamment d'attention pour vous donner une réponse précise. Je peux dire, pardonnez-moi, que la propagande britannique a avancé des affirmations fondées sur des estimations tirées d'avis de funérailles, d'avis d'inhumation et de dossiers de succession, suggérant que les pertes russes dépassent les 100 000. Je ne connais pas le chiffre actuel, mais j'ai lu ces rapports. C'est un nombre très élevé. Et c'est très grave, avec des implications considérables dans tout le pays. Certaines de ces préoccupations ont été exprimées assez ouvertement lors de la conférence de presse de fin d'année du président Poutine la semaine dernière. En même temps, ce niveau de perte rend l'avancée de la Russie sur le champ de bataille plus prudente. En même temps, les chiffres, pardonnez-moi, des pertes ukrainiennes sont bien plus élevés que les estimations britanniques, américaines ou celles des soi-disant groupes de réflexion de l'OTAN. Et je ne parle même pas des chiffres dérisoires avancés par Zelensky. On peut voir le rapport dans les échanges de corps, une affaire sinistre. Mais on constate que le rapport entre les corps russes récupérés et les corps ukrainiens récupérés et échangés se situe quelque part entre 1 pour 10 et 1 pour 20. C'est un rapport qui, appliqué au champ de bataille, correspond à la fourchette évoquée par certains de vos invités militaires lorsqu'ils parlent des normes habituelles de combat, du rapport entre morts et blessés, et ainsi de suite. Donc, ma propre estimation rejoint celle de vos autres invités. C'est une approximation selon laquelle le rapport entre Ukrainiens et Russes dépasse 1 pour 10. Un Russe tué pour 10 Ukrainiens tués, un Russe blessé, et ainsi de suite. Et puis, il y a l'autre ratio militaire standard entre morts et blessés. Je ne peux pas m'y aventurer, car je n'ai pas l'expertise nécessaire, et j'ai des piles de documents autour de moi, mais aucun ne traite de ce sujet. Néanmoins, précisons un point général pour notre public. Le niveau des pertes du côté russe incite à la prudence. Et dans l'analyse indépendante de Takashi sur les opérations tactiques, on peut voir cette prudence. On peut voir le temps que met le camp russe à se préparer et à avancer sur une infime portion de territoire avant de bouger. Cette prudence est une promesse politique du président au peuple russe. C'est pourquoi, malgré un taux de perte inhabituellement et sans précédent élevé pour la Russie, le président et l'armée continuent de bénéficier d'un soutien public immense et stable. L'approbation du public ne concerne pas la mort. Elle concerne une guerre juste et le sacrifice, regrettable, triste, tragique, affreux, terrible, mais un sacrifice pour défendre la Russie contre une menace plus grande. Et il ne fait aucun doute que du point de vue russe, le niveau des pertes n'a pas suscité d'opposition publique du type que les alliés occidentaux attendaient ou pensaient pouvoir encourager à l'intérieur de la Russie. Pardonnez-moi, que voyons-nous du côté ukrainien? Eh bien, il y a certainement la capacité de continuer à se battre, dissuadée, oui, sur le champ de bataille, par l'habitude ukrainienne de tirer dans le dos de ceux qui tentent de se rendre. Il ne fait aucun doute, et Poutine l'a mentionné vendredi dernier, que les meurtres de vengeance que les forces ukrainiennes infligent aux civils dans les villes et les villages lors de leur retraite ont lieu parce qu'elles ont perdu. C'est terrible. Cela se produit. Cela en dit long sur le taux de perte ukrainienne. Le chiffre est bien plus élevé. L'Ukraine compte aujourd'hui, en termes de population, la moitié de ce qu'elle était au début de la guerre. Disons que la moitié du pays s'est enfuie, et cette moitié ne reviendra pas. Ce n'est pas simplement qu'il se soit installé en Pologne pour un temps, ou en Allemagne, ou plus à l'ouest de l'Europe.
Les pertes humaines de la population ukrainienne, les victimes vivantes de la guerre, représentent la moitié du peuple ukrainien. Et elles sont parties pour de bon si elles ont pu survivre et s'établir à l'étranger. C'est un taux de perte énorme, rarement pris en compte lorsque l'on pense à la mort, aux sacs mortuaires, aux blessures ou à ce type de victimes. Je placerai donc les chiffres dans cette perspective. L'Ukraine s'est essentiellement effondrée, et cela s'est produit sur 3 ans, comme le montrent les chiffres des réfugiés, les flux vers chacun de ces pays, et ainsi de suite. L'Ukraine compte aujourd'hui la moitié de sa population d'autrefois. À l'intérieur du pays, le taux de perte est en gros d'1 pour 10 par rapport à celui de la Russie. Against the Russian casualty rate.